Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. On a souvent parlé dans ce podcast des politiques mises en place par l'Union européenne pour réduire son bilan carbone avec l'objectif d'atteindre la neutralité climatique en 2050. Pour ça, le secteur industriel notamment s'est vu imposer des normes environnementales strictes afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En particulier, depuis 2005, il existe un marché carbone, système d'échange de quotas de CO2 qui détermine le prix du carbone européen. Mais les entreprises concernées sont confrontées à la concurrence de sociétés étrangères qui, elles, ne sont pas toujours soumises aux mêmes contraintes. C'est un risque qui n'est pas nouveau mais qui s'accroît avec l'augmentation du prix du CO2. Et c'est pour remédier à ça que le Pacte vert, le Green Deal, a créé une taxe carbone aux frontières de l'Europe, histoire d'éviter d'importer des biens dont la production accélère le réchauffement climatique. Pourquoi cette taxe carbone aux frontières était-elle nécessaire ? Où en est-on de sa mise en place ? Comment ça marche ? Quelles sont les difficultés qu'elle pose ? À la fin de ce podcast, vous saurez tout ou presque du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est le nom officiel du dispositif. Et on parlera dans ce podcast du MACF. Gardez en tête cet acronyme. Et celui qui nous éclaire aujourd'hui, c'est Nicolas Bermans, chercheur en politiques climatiques et énergétiques à l'IDRI. Il y dirige le programme Nouvelles politiques industrielles. C'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va d'abord reposer ce contexte qui a amené à la création de la taxe carbone aux frontières. J'évoquais ces normes imposées à l'industrie européenne. L'objectif est bien celui de l'emmener vers une décarbonation de ses activités. Oui, je pense que c'est important de rappeler un élément essentiel, c'est le poids de la production industrielle dans les émissions de gaz à effet de serre. Un quart des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe sont associées à l'énergie qu'on utilise ou au processus industriel, et ces émissions sont largement concentrées dans les secteurs amont de transformation. On pense à la métallurgie, l'industrie chimique, les minerais non métalliques, donc ça représente le ciment, la céramique, la production de verre, qui à 3 secteurs représentent les 3 quarts des émissions industrielles du continent. Donc c'est quelque chose Effectivement. d'absolument Mhm. majeur. Ensuite, depuis 2005, les industriels européens participent avec les producteurs d'énergie au système d'échange de quotas d'émissions qui fixe un montant maximal d'émissions à atteindre. Ce montant maximal se réduit avec le temps, avec l'objectif de faire émerger un prix à la tonne de CO2 qui reste un système aujourd'hui assez unique dans le monde, même si de nouveaux pays se lancent dans ce type de politique. C'est une réglementation importante qui permet d'inciter à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui comporte des risques associés, le risque de fuite de carbone. Très concrètement, comment l'expliquer? Eh bien, c'est le risque qu'en réponse à la mise en place de cette réglementation, on déplace la production Mhm. industrielle en dehors de l'Union européenne et donc on joue contre l'industrie Ouais. européenne, mais surtout on annule aussi, les effets climatiques, de ces politiques puisque les émissions sont simplement déplacées ailleurs. Qu'est-ce qui a été fait pour éviter ces fuites de carbone ? Alors ce problème, il est connu de longue date, hein. Jusqu'à présent, l'Union européenne, elle utilisait ce qu'on appelle des allocations gratuites de quotas aux industriels réputés à risque de fuite de carbone. Réputés, c'est-à-dire en fait les industries qui produisent des produits qui sont largement échangés sur les marchés internationaux ou dont le coût du CO2 représente une part significative, importante de leur coût de production. On leur donnait un coup de pouce, quoi. On leur donne un coup de pouce, simplement en leur disant qu'ils ne paient pas pour obtenir un certain nombre de quotas. Alors il y a une limite, hein, qui est, Mm. pour chacun des secteurs, mais ça leur permet d'avoir une compensation s'ils n'arrivent pas à passer ce coût carbone dans Mhm. leur production. Mhm. C'est un système qui leur permet de faire ça, mais qui a aussi des limites. Une limite essentielle sur l'incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde comprendra bien, si l'allocation est gratuite, on peut faire presque comme si ce système de prix carbone n'existait pas. Mhm. Donc ça encourage relativement peu au changement et la deuxième limite, c'est que puisque les allocations sont données gratuitement, bah, les gouvernements se privent d'une Ouais. ressource financière par ce biais. L'autre dimension, Nicolas, c'est que l'Union européenne s'inscrit dans une économie mondialisée. Et je donne juste un chiffre, en 2022, ces importations représentaient un tiers de l'empreinte carbone des consommateurs européens. Ça veut dire que déployer des efforts à l'intérieur du territoire, ça ne suffit pas. La taxe carbone aux frontières, elle sert à remédier à ça? Ah, vous rappeliez un élément essentiel, l'Europe est une économie ouverte, sur le monde. Les échanges internationaux représentent une part significative de l'économie européenne, 22 du PIB européen. Et cela se reflète dans le domaine industriel parce que l'UE est un acteur majeur des échanges, notamment Mhm. d'automobiles, de produits chimiques dans le monde.
L'autre aspect qui est important, c'est qu'à l'intérieur de son propre territoire, l'Union européenne a décidé d'accélérer sa lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est l'agenda du Pacte vert avec le nouvel objectif de neutralité climatique en 2050 et l'objectif intermédiaire de moins 55% d'ici 2030. Et en conséquence, l'Union européenne a ajusté ses politiques publiques vis-à-vis de l'industrie. Très concrètement, on a resserré la vis dans le marché carbone européen, le système d'échange de quotas d'émissions, et donc il y a une accélération de la baisse de quotas qui, in fine, se traduit par une augmentation du Du prix prix de ce quota. carbone. Voilà. Évidemment aussi, quand on réduit le nombre de quotas, on en a moins pour les donner gratuitement. Et tout ça nous a amené dans une situation où il fallait s'adapter, changer d'approche pour régler ce problème de fuite de carbone, d'où la création de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc cette taxe aux frontières, elle vise, les productions localisées en dehors de l'Union européenne et potentiellement émettrices de gaz à effet de serre. Comment est défini son montant, le montant de cette taxe? Est-ce qu'elle est déjà en vigueur aussi? Oui, alors le changement d'approche consiste à cela, c'est-à-dire taxer avec le même niveau de prix CO2 qui est payé par les producteurs européens, les importations qui se présentent à la frontière de l'Union européenne, OK. avec une entrée en vigueur assez progressive, hein. On est dans une phase de test. Aujourd'hui, à partir de 2026, on aura une petite partie du coût, 2,5% du coût CO2 qui seront payés par les importateurs, pour ensuite arriver progressivement à un coût complet assumé par les importateurs en 2034. Donc quelque chose de très progressif. Mmh. Un point qui est important, c'est que ça implique de créer des nouvelles méthodologies. Parce qu'aujourd'hui, ce mécanisme s'appuie sur des méthodologies de calcul de l'empreinte carbone des produits qui arrivent à la frontière. Typiquement, on regarde et on doit estimer le carbone qui a été nécessaire pour produire une bobine Oui. d'acier, alors que jusqu'à présent, dans le système d'échange de quotas d'émissions, on mesurait les émissions d'un site industriel. Et Mais ça a des conséquences administratives. et comment on calcule ça? L'entreprise, par exemple, qui importe ces bobines d'acier, dont vous parlez pour fabriquer des voitures, comment on calcule le surcoût pour cet acier? Alors, on calcule sur la base, soit de méthodologie par défaut, donc on a des données, par exemple, sur l'intensité carbone de certains pays, soit sur la base, aujourd'hui, il y a la possibilité pour les, importateurs de demander aux industriels des audits ou des déclarations, sur ces produits-là. Mais ce qui est important, c'est bien d'avoir en tête la potentielle complexité, hein, du mécanisme. Pour chaque production industrielle, pour chaque type d'acier, produit, par exemple, on va avoir des méthodologies différentes. Et tout ce travail est en cours à la Commission européenne, mais demande un peu de temps et est en discussion en fait avec les acteurs économiques. Le dernier point, en plus de cela, puisqu'on est sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il faut aussi chercher à prendre en compte les politiques publiques qui sont mises en place par d'autres États. Typiquement, par exemple, est-ce qu'il y a un prix carbone en place? Et dans certains cas, c'est le cas. Et de quel niveau est-il? Donc on a aussi besoin de créer ce deuxième niveau de règles pour pouvoir mettre en place ce mécanisme. Et c'est, l'importateur de la bobine d'acier, dont il a besoin qui doit faire un rapport pour, dire, voilà cette bobine d'acier, elle correspond à tant d'émissions de gaz à effet de serre? Tout à fait et dans cette phase de test, en fait, tous ces mécanismes sont en train de se mettre en Ce œuvre. qu'on appelle le reporting. Le reporting, voilà, tout à fait. Les importateurs doivent produire ces documents pour la Commission européenne qui gère ce mécanisme et on le voit, c'est loin d'être simple puisque la première année de test a montré les résultats et on a vu que relativement peu d'importateurs ont déclaré à temps les premiers reportings associés au MACF. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'importateurs de taille modeste, et donc là, la commission, elle a déjà réagi en proposant, une simplification du mécanisme qui vise à exempter 90 des importateurs du mécanisme à terme. Ça peut paraître beaucoup, Oui. mais selon les chiffres de la commission, ça ne représenterait que 1 des émissions importées. Un petit importateur, Un petit importateur c'est qui? C'est quoi? Un petit importateur, c'est un importateur qui importe des produits dont l'empreinte carbone cumulée ne dépasse pas 50 tonnes de CO2 par an. D'accord. En préparant cet entretien, Nicolas, vous avez, évoqué, avec moi des trous dans la raquette de ce mécanisme de taxe carbone aux frontières. Qu'est-ce qui risque de ne pas fonctionner parfaitement comme espéré? Alors il y a 3 trous, qui sont évoqués. Le premier, c'est que le mécanisme ne prévoit rien à date pour les producteurs européens qui exportent vers, d'autres géographies. Donc aujourd'hui, on met un prix carbone pour les produits qui rentrent dans le marché européen, mais il n'y a pas de mesure équivalente, de l'autre côté. Ce qui veut Par dire que exemple? Par exemple, le producteur de voitures européen, aujourd'hui, doit intégrer dans ses coûts le prix du CO2,
qu'ils utilisent une bobine européenne ou une bobine importée. Donc ça, finalement, c'est plutôt positif pour l'environnement. Donc ça peut le pénaliser Mais ça peut s'il le exporte. pénaliser, et exactement, ça le Ok. pénalise sur des marchés tiers, par exemple, si elle exporte ailleurs, Mhm. quand il est en concurrence par rapport à des producteurs qui n'ont pas à payer de prix CO2. Le deuxième écueil, c'est que les secteurs aval ne sont pas nécessairement couverts par le mécanisme. En aval de la chaîne de En aval de production, la c'est chaîne de ça? production. Mhm. Donc, en fait, quand on a la bobine d'acier, un prix carbone à 80 euros par tonne de CO2, eh ben, cela augmente finalement le prix de la production d'une voiture de environ 150 euros pour le prix de la voiture. Mais cette voiture n'est pas couverte. Donc, les voitures produites en Europe doivent supporter ce coût-là, alors que les voitures qui sont produites ailleurs ne doivent pas supporter ce coût carbone. Et troisième écueil? Le troisième écueil, c'est le risque qu'on appelle le risque de reshuffling, qui est Qu'est-ce que un, c'est que ce mot? c'est un risque de, finalement, de redistribution des échanges. En fait, en réaction à la mise en place de ce mécanisme, des industriels renverraient plus facilement leur production propre vers le marché européen et consommeraient dans d'autres géographies ou enverraient dans d'autres géographies leur consommation les plus intensives en CO2 pour les mêmes produits. Et donc, c'est un risque d'inefficacité potentielle du mécanisme puisque l'effet net pourrait être jusqu'à nul, en fait, si ce type de stratégie pouvait être adopté. Mm. Donc, il faut savoir que ces trois trous dans la raquette sont connus. La Commission européenne travaille sur des propositions d'adaptation aujourd'hui. Elle explore aussi l'extension à d'autres secteurs industriels, notamment on peut penser à l'industrie chimique. Finalement, il y a quand même 64 secteurs qui sont réputés à fuite de carbone dans le marché carbone. Et aujourd'hui, le MACF Mm. ne couvre que 5 secteurs. En fonction de la complexité des chaînes de valeur, il faut voir si le MACF est approprié ou s'il faut passer par d'autres approches. Il y a certains acteurs, par exemple, qui proposent la taxation des produits finis importés plutôt que la mise en place du MACF. Néanmoins, il y a une vraie question autour de la faisabilité politique de telles solutions. Comment réagissent les autres globalement, c'est-à-dire les pays hors Union européenne dans le monde, face à Alors, cette taxe carbone aux frontières? en fait, on entend souvent deux sons de cloche. Il y a à la fois, je pense, que ce mécanisme et d'autres politiques qui ont été proposées, on peut penser à l'Inflation Reduction Act, notamment aux États-Unis, ont participé à vraiment mettre à l'agenda et créer un débat très dense et très riche sur Vertueux. vertueux sur Mm. comment adapter finalement la production industrielle aux objectifs de décarbonation. Un exemple très clair, c'est que par exemple dans sa stratégie de décarbonation de l'industrie, le Japon cite la nécessité de s'adapter à un nouveau monde puisqu'il y a maintenant le MACF en Europe et l'IRA aux États-Unis. Mhm. Et en fait, on trouve un peu partout dans le monde des acteurs qui voient le MACF comme une opportunité, comme un marché, un débouché économique. Néanmoins, on a aussi des discours politiques assez vifs vis-à-vis de l'Europe depuis l'origine autour de la création de ce MACF qui accuse finalement l'Europe de faire du protectionnisme vert. Du En... protectionnisme déguisé contre les règles de l'OMC, on l'a entendu ça. Exactement, tout à Mhm. fait. Donc c'est un discours Alors? qu'on entend. Je pense qu'il faut avoir un peu de nuance sur ce sujet-là parce que finalement, le MACF, c'est une pièce dans un puzzle beaucoup plus large. Et face à la question de la transition industrielle, il faut avoir les moyens technologiques, les moyens financiers, les moyens en termes d'infrastructure pour pouvoir adapter les structures de production. Et on sait que ces facteurs-là ne sont pas les mêmes en fonction des pays et qu'il y a certains pays émergents ou en développement qui ont aujourd'hui des secteurs industriels qui commercent internationalement. On peut penser à l'Afrique du Sud, par exemple, qui a tout un Mhm. secteur de production d'acier, mais qui ne se sent pas en capacité de s'adapter facilement. Donc en fait, une partie de la question, elle relève plutôt de comment on utilise d'autres leviers pour favoriser la décarbonation dans l'ensemble des pays internationaux. Et finalement, le MACF, là-dedans, peut servir aussi de levier si, en plus, à côté de ça, on a aussi une politique d'aide à l'investissement dans certaines géographies. Mais donc le MACF, cette taxe carbone aux frontières, c'est un instrument de politique commerciale ou pas? Alors, ça a été conçu comme un instrument de politique environnementale. Par contre, évidemment, ça s'applique sur des produits importés et donc ça a des impacts potentiels sur les flux d'échanges internationaux. Mais il faut bien différencier aussi cette mesure qui est associée à la mise en place d'un prix carbone à d'autres mesures commerciales qui, peuvent, par exemple, imposer des taxes, des tarifs douaniers à l'arrivée des véhicules électriques, comme on l'a vu récemment dans une décision de l'Union européenne. Mhm. Certains pays à l'extérieur de l'Union européenne disent qu'in fine, ce sont eux qui vont payer les effets de ce mécanisme parce qu'ils auront plus de mal à exporter vers l'Europe. Vrai ou faux? Alors ça dépend de comment ils s'adaptent et là on en revient au levier à utiliser que je mentionnais tout à l'heure, mais in fine, celui qui paiera ce mécanisme, c'est principalement le consommateur européen puisque comme pour le prix carbone, l'objectif c'est de passer ce coût
dans la chaîne de valeur jusqu'au produit fini qui est consommé par le consommateur. Dernière question, Nicolas, face à cette complexité que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que l'Europe ait envie de revenir en arrière? Alors aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est envisagé et on voit que, finalement, il y a plutôt un travail en cours pour adapter le mécanisme par rapport aux potentiels écueils qu'on a mentionnés. Je pense qu'il faut garder en tête que le MACF fait partie d'un ensemble de politiques pour orienter la transition industrielle beaucoup plus large et en fait, on voit que la discussion est beaucoup plus complexe aujourd'hui et beaucoup plus complète finalement sur les instruments à envisager dans le cadre européen. On parle notamment de la création de marchés pour les produits verts dans le cadre du Clean Industrial Deal. Donc ça, c'est des choses qui finalement viennent compléter ce mécanisme. On parle aussi de financement de la transition industrielle et tout cela a besoin d'être suffisamment aligné. Le MACF participe à cet ensemble-là. Donc la manière dont ces écueils que nous avons mentionnés vont être traités va être déterminante sur le maintien et l'efficacité de ce mécanisme. Il y a un calendrier pour cela. Donc la Commission travaille à une évaluation de l'évolution de ce mécanisme pour cette année et devrait présenter une évolution législative en début 2026. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir si ce mécanisme peut finalement fonctionner. Voilà, et on voit que c'est toujours le temps long qu'il faut s'accorder dans ce genre de sujet. On comprend mieux tous ces enjeux liés à la manière dont la taxe carbone aux frontières sera mise en œuvre et potentiellement améliorée. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications précises. Dans le viseur, donc, on retient 2026. C'est à la fois le moment où certains vont commencer à payer la taxe carbone aux frontières et puis l'année où le mécanisme pourrait déjà être réformé et peut-être étendu à d'autres secteurs. Nicolas Bermans, je rappelle que vous dirigez le programme Nouvelles politiques industrielles à l'IDRI. Merci et à bientôt. Merci. Fin de ce coup de projecteur sur la taxe carbone aux frontières. Vous pouvez réécouter cet épisode et tous les précédents sur le site de l'IDRI et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour mettre ensemble un nouveau cap sur la transition.